Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de cette étape numéro 9 du Giro 2020. Étape numéro 9 qui n'a pas été incroyablement dingue. On s'en doutait un petit peu quand même, je l'avais indiqué du côté de l'étape où je m'étais dit, bon, très clairement, ça allait être compliqué. En début de journée, ça allait être difficile que l'échappée parte véritablement. C'était plutôt simple que l'échappée parte et ça manquait un petit peu de difficulté dans le final pour des gros leaders. Même si c'est quand même passé des choses et on reviendra dessus. Il n'y aura pas d'habillage pour cette vidéo, mais problème de timing avec la moto qui arrive et la Formule 1 et les audiences. Si là je prends pas un petit peu de temps pour faire des vidéos, on va dire un peu plus simples à monter, à un moment mon cerveau va souffrir. Du côté de l'échappée, en fait ça a mis beaucoup de temps à se faire. Ça a mis quasiment plus de 50 bornes à ce que l'échappée parte. Il y a eu plusieurs groupes. Et en fait, c'est parti juste après le sprint intermédiaire où Démare a repris encore un point à Sagan. Et l'échappée est partie avec Castroviero, avec Ben O'Connor, Sepulveda, Guerrero. L'échappée qui a très vite pris de l'avance dès le pied du Passo Lanciano. Et on a eu un groupe de contre avec Larry Warbasse, Visconti, Kilian, Franchini, le Suisse de la Groupama FDJ. Ces coureurs-là qui ont ensuite rejoint l'échappée. Et il y a un homme qui est parti bien plus tard, c'est Michael Berg, qui a réussi à bouger 5 minutes seul, ce qui reste assez incroyable. Ces coureurs réussiront ensuite à rester ensemble pendant une cinquantaine de kilomètres. Et puis on va perdre assez vite Visconti. On va perdre également, tiens, une lumière qui s'est arrêtée juste derrière moi, je viens de le voir. On a perdu également Ben O'Connor. Et à la fin, il n'était plus que 5 les hommes d'échappée. Donc il y avait Michael Berg, Guerrero. On avait également du côté Castroviero qui manque Warbasse et Franchini qui étaient en tête. Voilà, et à la fin, c'est Guerrero qui s'est imposé. Castroviero a un peu mal joué le coup. Et derrière, on a eu une attaque de Fulsang et de Kelderman qui ont repris très peu de temps, mais un petit peu de temps quand même. Et puis mentalement, ça a fait travailler face à Nibali et Crossbike notamment. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, donc comme il n'y a pas d'habillage, je vous précise, on va parler de notre ami Aurélien Paré-Peintre. Pourquoi Aurélien Paré-Peintre? Parce que le Français a fait plutôt une belle journée dans le groupe de tête. Il finit 30e. Alors certes, on peut croire que c'est un petit peu loin, mais à quelques secondes, une quinzaine de secondes de Zakharine, à moins d'une minute de Fuglsang et Kelderman qui sont à 1,38. Lui, il finit à 2,27. Donc voilà, il fait plutôt une bonne étape dans le groupe de tête toute la journée. Il finit avec Pedrero qui perd du temps, le coureur de la Movistar. Il finit devant Giulio Ciccone, devant Narvaez, devant James Knox. Donc c'est bien, ça lui permet de prendre de l'expérience aux Français. C'est encore un coureur très jeune, Aurélien Paré-Peintre. Si je regarde sur Pro Cycling Stats et que ça me l'affiche rapidement, il a 24 ans. Donc ça reste encore je le voyais plus jeune, Aurélien Paré-Peintre. Mais oui, il a qu'une saison et demie et c'est son premier grand tour. Donc c'est à lui de... L'année dernière, il avait fait Liège-Bastogne-Liège. Donc voilà, il doit encore apprendre pas mal. Mais c'est un coureur qui peut être intéressant dans les années à venir. Alors, on verra si c'est un coureur qui peut jouer les grands tours. Je pense qu'il faudra encore qu'il travaille un petit peu, mais c'est un coureur qui peut être intéressant. Et après, il a un petit problème, il fait 1m84, ce qui est quand même pas un physique facile. On peut saluer quand même l'échappée de Warbasse qui me semblait fort. Et au final, il était un peu en difficulté en fait dans le final. Pourtant, je pensais que c'était le plus fort. Et puis Franchini a quand même passé une journée à l'avant dans des équipes qui n'ont pas forcément de gros leaders non plus. Donc c'est bien que les équipes françaises animent les échappées et se mettent en avant. Parce qu'elles ont un peu raté le coche hier, donc là aujourd'hui c'était bien de rectifier le tir.
Du côté des coureurs au top, je commence avec Guerreiro, le Portugais qui a été très très fort. Ruben Guerreiro, parce que il faut gagner déjà une étape de ce type, c'est-à-dire avec 208 km, avec 4500 mètres de dénivelé positif, c'est déjà une grosse étape. Mais en plus, pour moi, c'était pas le plus fort. Un peu comme Alex Dossat hier, on le voyait, il souffrait dans toutes les difficultés. Moi, c'est vrai qu'à l'œil, je pensais que c'était le premier qui allait péter, parce que pour moi, il n'a pas bluffé. Certains diront qu'il a bluffé pendant cette étape-là. Moi, pour moi, il n'a pas bluffé. C'est juste que moi, je le voyais vraiment en difficulté. Mais l'avantage, c'est que sur une étape comme ça, où il pleut pendant 200 km, les états de forme changent très rapidement. Et je pense que lui, il n'a pas bougé d'état de forme, mais ses adversaires ont souffert au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'après, on peut le dire qu'il a très très bien joué le coup avec Castroviejo, parce que Castroviejo a fait tout le travail pendant les 3 derniers kilomètres de montée, et il le contre au dernier moment Guerreiro. Donc très très bien joué de sa part. Très mal joué de la part de Castroviejo, mais vraiment belle étape de la part de Ruben Guerreiro. Et puis on termine avec du côté des coureurs au top avec Wilco Kelderman et Jakob Fuglsang. Très belle étape pour les deux. Ils reprennent, pas grand chose, ils reprennent 6 secondes sur Pozzo Vivo, déjà plus de 10 sur Nibali, et puis Kruijswijk perd 20 secondes. Sur une étape comme ça, où il y avait simplement de difficultés, on va dire de 3 km dans le final, il n'y avait pas de réelle difficulté majeure, ça à part le Passo Lanciano, mais qui était à plus de 100 bornes de l'arrivée, donc c'était très très loin. Et puis à un moment où la course venait seulement de se décanter, au final, donc ça n'a pas roulé très très fort. C'est bien ce qu'ils ont fait les deux. Kelderman, de toute façon, on sentait qu'il allait faire quelque chose. Il a fait rouler ses hommes dès le départ. Du côté de Fuglsang, il me paraît très très fort, Fuglsang. Il me paraît très très fort. Après, son problème, c'est qu'il n'a pas énormément d'équipiers. On a vu, là, il a quand même réussi à se démerder seul dans les 20 derniers kilomètres, parce que Boiro crève. Il n'avait plus personne avec lui. C'est ça qui est fort, hein, Fuglsang, parce que le deuxième Astana, si je retrouve, hop, All Team, si je prends Astana, le deuxième c'est Fellini. Fellini est fini 36e de l'étape. Donc c'est très loin. Donc il a vraiment très bien joué le coup. Fait une belle étape et on peut s'en satisfaire. J'ai oublié, en parlant des Français, de dire que Rudy Barbier avait abandonné. Il n'a jamais été en très très grande forme, Rudy Barbier, sur ce Giro. Donc voilà, il abandonne, mais il n'a jamais été en très grande forme, ce qui est un petit peu dommageable, parce qu'il avait fait des très belles courses cette année, je trouve. Les fois où je l'avais vu, Rudy Barbier, ça avait été plutôt bien. Avant le confinement, je l'avais vu sur une course, c'était l'UAE Tour. Je crois que c'est l'UAE Tour où je l'avais vu. Oui, la fameuse première étape, oui. Où il finit 3. Oui, j'avais trouvé que c'était vraiment bien. Après, il a quand même fait des bons résultats également lors du déconfinement. Mais il n'a pas fait de grandes courses majeures. Il avait fait une 6e place sur l'étape numéro 7 qui arrivait à Brindisi. Là, voilà, il se sentait pas en très grande forme. Mais pour revenir à Fuglsang, il est très très fort parce que se démerder comme ça quand vous êtes seul. Et Kelderman, il a une très très bonne équipe parce qu'il était encore très très bien accompagné. Jane Lay, son lieutenant, finit 10e de l'étape. Ça, c'est costaud. Bouman, il finit pas très très loin. Non plus. Bouman, il finit 22e de l'étape à une 59. Donc déjà du côté de chez... Bouman il est chez Jumbo, pardon, j'ai dit une bêtise. Putain, j'ai fait une Patrick Chassé. Sam Oomen, pardon, finit 35e. C'est pas mal, hein. Vraiment, ils ont fini tous à peu près dans des temps très proches. Chris Hamilton est 37, Tusveld est 41e, Dance est 51e. Même Chadaga est 63e avec Michael Matthews, donc ils ont quand même une équipe qui est très solide. C'est vrai que Kelderman, s'il prend le maillot, il faudra faire attention parce que là on arrive en 2e semaine. Almeida il peut le garder encore au moins 2-3 jours encore facilement. Il y a le chrono qui va arriver, qui sera l'étape 14. Je pense qu'avant le chrono il va pas se passer grand chose. Mais Kelderman, il faudra s'en méfier. Le chrono, ça va être le deuxième moment important, je pense, de ce Giro pour le moment. Enfin, le deuxième moment important.
le moment important de cette deuxième semaine. C'est pas déjà le deuxième moment important, il y a eu l'Etna en passant, mais ça serait un moment intéressant. Je passe aux coureurs flop, parce que j'ai fait longtemps sur les coureurs au top. Bah, les flops, bon, Denis Bali et Kreuzweig qui ont perdu du temps. Kreuzweig surtout qui perd 20 secondes et qui était attendu par Samoumen, par exemple. Donc ça, c'est rarement bon quand votre leader est obligé d'être attendu. Voilà, ça fait un peu mauvaise impression. Et puis, je sais pas pourquoi il ne le marquait pas en plus, Kreuzweig. Voilà, il a été attendu par Tobias Foss et Koen Bouwman. Donc ça a été pas une étape simple. Après, il faut faire attention, les conditions climatiques, il a fait froid, il y a eu beaucoup d'humidité pendant toute la journée, ça a pu jouer. Et puis Castroviero, parce qu'il a très très mal joué le coup dans le final. Je pense que c'était le plus fort, mais il a tout fait pour se faire battre et pour emmener Guerreiro, qui a plus de punch que lui. Hein, très clairement, Castroviero, c'est un rouleur majoritairement. Donc sur une montée comme ça, il fallait pas qu'il emmène Guerreiro parce que c'était sûr qu'il allait se faire contrer. Et il s'est fait contrer. Et c'est un petit peu dommage pour le coureur espagnol. Demain, journée de repos, donc pas de vidéo. On se retrouve pour la présentation de l'étape numéro 10. Ça sera mardi à 7h30. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Encore une fois, je m'excuse du manque d'habillage, mais c'était pour des questions de timing. Voilà, parce qu'il va y avoir la F1 à faire. La moto, la F1, je l'ai même pas vue encore pour tout vous dire. Je vais regarder le Grand Prix en retard. Donc voilà, il fallait que cette vidéo prenne un petit peu moins de temps au niveau du montage. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.